Chapitre 1, le loup déguisé en mouton. Vincent Vince Rodriguez s'était bâti une réputation, récupérant des biens à 42 ans, ses larges épaules et ses mains burinées racontaient l'histoire d'un homme qui avait passé 2 décennies dans les tranchées du recouvrement d'avoirs et de l'enquête privée. Ce que d'autres considéraient comme un sale boulot, Vince le voyait comme une justice, restituant des biens volés à leurs propriétaires légitimes, traquant des fainéants qui pensaient pouvoir disparaître avec l'argent des autres. Son bureau était situé dans un centre commercial, entre un bureau de cautionnement et un prêteur sur gage, mais les licences encadrées sur son mur racontaient une toute autre histoire, détective privé agréé, spécialiste certifié en recouvrement d'avoirs, et une douzaine de félicitations de clients reconnaissants dont il avait contribué à reconstruire la vie. Vince était fier d'agir dans le respect de la loi, même lorsque d'autres dans son domaine faisaient des concessions. Chez lui, cependant, son monde s'effondrait d'une manière que ses compétences professionnelles ne pouvaient pas réparer. Tiffany, sa femme depuis 18 ans, s'était de plus en plus éloignée. Leur fils de 16 ans, Dylan, reconnaissait à peine son existence, passant la plupart de ses soirées enfermé dans sa chambre ou chez des amis. Les dîners de famille qui emplissaient autrefois de rire leur maison de banlieue étaient devenus des exercices de silence gêné. Vince attribuait cette distance à la rébellion typique des adolescents et au stress de la carrière immobilière de Tiffany. Il passait de longues heures à traquer les bennes et à servir les journaux, rentrant souvent chez lui dans une maison vide avec un mot concernant des restes de dîner dans le réfrigérateur. Il se disait que c'était temporaire, que sa famille comprenait la nécessité de son travail, même si elle n'appréciait pas toujours les nuits tardives et les appels du week-end. L'ironie ne lui échappait pas qu'un homme spécialisé dans la dénonciation des tromperies puisse être aussi aveugle à ce qui se passait sous son propre toit. Vince avait développé un instinct pour lire les gens, pour repérer les indices qui révélaient des vérités cachées. Mais l'amour, il le découvrirait plus tard, pouvait rendre volontairement aveugle même l'homme le plus observateur. Sa relation avec Dylan avait toujours été compliquée. Le garçon avait hérité des traits raffinés de sa mère et de son mépris pour tout ce qu'elle considérait comme inférieur à leurs aspirations sociales. Tiffany avait toujours été soucieuse de son image, s'inscrivant au country club et organisant des dîners avec d'autres professionnels de l'immobilier. Au fil des ans, elle avait formulé des remarques subtiles sur le travail approximatif de Vince, suggérant qu'il pouvait faire mieux, être meilleur. Vince se souvenait du moment précis où il avait compris l'ampleur du problème. Il était rentré tôt d'une mission de surveillance, espérant assister au match de basket de Dylan. Au lieu de cela, il avait trouvé son fils au téléphone, disant à quelqu'un qu'il ne pouvait pas l'inviter parce que mon père était probablement à la maison. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie de le rencontrer. La honte dans la voix de Dylan était plus profonde que n'importe quel coup physique que Vince avait jamais reçu. Ce soir-là, allongé dans le lit à côté de Tiffany tandis qu'elle consultait son téléphone, Vince se demandait quand il était devenu le méchant de l'histoire de sa propre famille. Il subvenait à leurs besoins, les protégeait et menait une vie honnête, selon son propre code moral. Pourtant, d'une certaine manière, il était devenu une source d'embarras. Il aurait dû reconnaître les signes à ce moment-là. La façon dont les yeux de Tiffany s'illuminaient lorsque son téléphone vibrait. Comment elle avait commencé à travailler tard 3 soirs par semaine pour des visites. Les vêtements coûteux qui apparaissaient dans son placard sans explication. Mais Vince était concentré sur une affaire particulièrement difficile impliquant un réseau de voleurs de voitures de luxe. Et il faisait une confiance aveuglante à sa femme. La confiance, Vince allait bientôt la prendre, était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Chapitre 2. Le dénouement. La première faille dans l'univers soigneusement construit de Vince survint un mardi pluvieux de mars. Il traquait un certain Tommy Chien qui avait disparu avec une Porsche à 85 000 $, et la piste s'était évaporée dans le quartier des affaires du centre-ville. Frustré et trempé par des heures de surveillance, Vince décida d'aller prendre un café dans le hall de l'hôtel où travaillait le dernier associé connu de Chin. C'est alors qu'il la vit. Tiffany était au bar de l'hôtel, mais elle n'était pas seule. Elle était assise en face de Bradley Brad Hoffman, un conseiller en investissement élégant qui tentait de recruter les clients de Vince en leur promettant une création de richesse légitime, promesse que Vince avait immédiatement reconnue comme des systèmes pyramidaux à peine légaux. Brad était tout ce que Vince n'était pas. Un costume élégant et coûteux, le genre d'homme qui vendait des rêves au lieu de livrer des vérités dures. Vince observait, derrière un pilier de marbre, sa femme rire à une remarque de Brad, sa main posant la sienne sur la petite table. Ce geste intime glaça Vince. Ce n'était ni une réunion d'affaires ni une simple amitié. La façon dont Tiffany se penchait en avant, ce doux sourire que Vince n'avait pas vu depuis des mois. C'était indéniablement romantique.
Pendant 30 minutes, Vince les observa avec la même précision méthodique qu'il utilisait pour ses missions de surveillance. Il remarqua la bouteille de vin hors de prix. Une Tiffany vintage, avait-il dit, qu'il ne pouvait pas se permettre pour leur anniversaire. Il regarda Brad payer l'addition avec une carte de crédit noire. Il le vit aider Tiffany à mettre son manteau. Il remarqua qu'elle ne s'écartait pas lorsque sa main s'attarda sur son dos. Ils partirent séparément, mais pas avant que Brad ne tende quelque chose à Tiffany, une carte magnétique. Vince comprit. Sa femme attendit exactement 5 minutes avant de le suivre. La partie rationnelle de Vince catalogua les preuves. Les mensonges sur le fait de travailler tard, les nouveaux vêtements, la distance émotionnelle. Mais son cœur, la partie qui se souvenait encore d'être tombé amoureux de l'ambition et de la grâce de Tiffany, désirait désespérément une explication innocente. Il rentra chez lui et attendit. Tiffany revint à 23h30 avec une histoire toute faite sur la visite d'une propriété à des clients de l'extérieur. Elle parla sans le regarder dans les yeux, se précipitant pour se débarrasser de ce qu'elle prétendait être cette odeur de renfermé. Vince ne dit rien, classant ses preuves, quasi mensongères, dans un dossier. Au cours des 2 semaines suivantes, Vince mena l'enquête la plus douloureuse de sa carrière. Il suivit sa propre femme, documenta ses mensonges et construisit peu à peu un dossier d'infidélité solide. Le rendez-vous au Marriott avait lieu 2 fois par semaine. Brad lui offrait des cadeaux depuis des mois. Les bijoux, affirmait-elle, provenaient de commissions de vente fructueuses. Les dîners au restaurant, disait-elle, étaient des rendez-vous clients. La preuve finale fut l'installation par Vince d'un petit traceur GPS sur la voiture de Tiffany, le même appareil qu'il utilisait pour localiser les biens à récupérer. Les données montraient une série de visites au luxueux appartement de Brad, parfois des après-midi entiers, pendant que Dylan était à l'école et Vince au travail. Mais la trahison la plus profonde ne fut pas seulement la liaison en elle-même. C'était ce que Tiffany avait raconté à Dylan à propos de son père. Vince l'apprit en surprenant une conversation téléphonique entre sa femme et son fils. Dylan demandait pourquoi il ne pouvait pas inviter des amis. Et la réponse de Tiffany glaça Vince. Parce que les collègues de travail de ton père sont dangereux, chérie. Il a affaire à des criminels et des voyous toute la journée. Je ne veux pas de ça chez nous. Elle montait leur fils contre lui, décrivant son activité légitime comme quelque chose de sinistre. Dans l'esprit de Dylan, son père n'était pas un professionnel agréé aidant les gens à récupérer leurs biens volés. Il était lui-même une sorte de criminel. Ce soir-là, Vince prit 2 décisions qui allaient tout changer. Premièrement, il divorcerait de Tiffany et s'assurerait qu'elle n'obtienne rien de l'accord. Deuxièmement, il ferait payer leur trahison à elle et à Brad, bien au-delà des procédures judiciaires. Dans son travail, Vince avait appris que certaines personnes ne comprennent les conséquences que lorsqu'elles sont accompagnées d'intérêt. Chapitre 3. Le prix de la vérité. La confrontation eut lieu un jeudi soir d'avril. Vince passa des semaines à monter son dossier, photographiant l'appartement de Brad, documentant leur rencontre et préparant des preuves qui rendraient le déni impossible. Il choisit son moment avec soin. Dylan était à l'entraînement de basket, leur laissant le temps de se confier. Tiffany était dans la cuisine, préparant le dîner avec un souci du détail inhabituel. Vince comprit la culpabilité qu'elle éprouvait en préparant un repas élaboré, alors que sa conscience la tourmentait. Il posa une chemise en papier craft sur le comptoir en granit, entre eux. « Ouvre-la », dit-il simplement. Le visage de Tiffany pâlit en feuilletant les photos. Elle était là, entrant dans l'immeuble de Brad, montant dans sa voiture, l'embrassant au revoir dans le parking de l'hôtel. Les eurodatages indiquaient les dates exactes auxquelles elle avait prétendu faire visiter des propriétés ou assister à des séminaires immobiliers. « Vince, je peux t'expliquer. » « Non. » Sa voix était doucement mortelle. « Tu peux faire tes valises ce soir. Tu ne comprends pas, Brad et moi, on n'avait rien prévu. C'est arrivé comme ça. Et j'allais te raconter quand, après que tu aies retourné notre fils contre moi, après avoir volé la moitié de tout ce pour quoi j'avais travaillé, Vince a sorti un enregistreur. Ou peut-être qu'après que tu aies fini d'expliquer à Dylan que son père était un criminel, il a passé la conversation qu'il avait enregistrée, voyant le visage de Tiffany s'effondrer en entendant sa propre voix, empoisonnant l'esprit de leur fils. Les mensonges sur le travail de Vince, les sous-entendus subtils qu'il était dangereux, la façon dont elle avait systématiquement érodé le respect de Dylan pour son père. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » murmura-t-elle. « C'est exactement ce que tu voulais dire. Tu voulais que Dylan choisisse son camp,
et tu t'es assuré qu'il choisisse le tien. La voix de Vince resta ferme, mais ses mains étaient crispées. Fais tes valises. Je demande le divorce demain. Le bruit de la porte du garage les interrompit. Dylan était rentré tôt, son sac de basket en bandoulière, et il entra dans la cuisine. Il observa la scène, les larmes de sa mère, les photos éparpillées sur le plan de travail, la posture rigide de son père. Que se passe-t-il? Demanda Dylan, même si son ton défensif laissait entendre qu'il était déjà au courant. Tiffany s'empressa de rassembler les photos. Ton père est en pleine crise. Il me suit, il prend des photos comme un harceleur. Vince regarda, stupéfait, sa femme déformait la vérité. Dans les yeux de Dylan, il vit la vision du monde du garçon se cristalliser. Son père instable harcelait sa pauvre mère. Est-ce à cause de ton travail? La voix de Dylan exprimait le dégoût. Maman, dis-moi ce que tu fais vraiment. Tu es un voyou qui menace les gens pour de l'argent. Dylan, ce n'est pas ça. J'ai vu tes clients, papa. Des criminels et des voyous. Tu saisis les voitures des gens qui ne peuvent pas payer les usuriers. Tu remets des documents judiciaires à des gens déjà dans le pétrin. Tu t'enrichis sur le dos des autres. Chaque mot était une graine soigneusement plantée de la tromperie de Tiffany, qui se transformait maintenant en haine totale. Vince réalisa que sa femme préparait cela depuis des mois, retournant systématiquement Dylan contre lui avant de révéler sa liaison. Mon fils, j'aide les gens à récupérer ce qu'on leur a volé. Je travaille avec des banques, des entreprises légitimes. Dylan l'interrompit d'un ton dégoûté. Arrête de mentir. Maman m'a dit la vérité. Tu me dégoûtes. Le garçon se retourna et cracha aux pieds de son père avant de monter précipitamment à l'étage. Le geste était si inattendu, si empreint de mépris que Vince resta figé. En 18 ans de paternité, il n'avait jamais imaginé un tel moment possible. L'expression de Tiffany était presque triomphante. Tu vois, même Dylan sait quel genre d'homme tu es vraiment. C'est à ce moment-là que le contrôle prudent de Vince a finalement cédé. Sa voix, lorsqu'elle s'est fait entendre, était à peine plus qu'un murmure, mais elle portait la promesse d'une destruction. Tu n'as aucune idée du genre d'homme que je suis vraiment, mais tu vas apprendre. En moins de 2 heures, Tiffany était partie, emmenant Dylan avec elle. La maison, autrefois remplie de photos de famille et de souvenirs partagés, était devenue un monument à la trahison. Mais Vince ne pleurait pas, il planifiait. Dans son bureau, entouré de dossiers et d'équipements de surveillance, il commença à élaborer le plan de vengeance le plus ambitieux de sa carrière. Tiffany et Brad pensaient avoir gagné, mais ils avaient simplement déclenché quelque chose de bien plus dangereux qu'ils ne l'imaginaient. Vince Rodriguez avait passé 20 ans à apprendre à retrouver ceux qui ne voulaient pas être retrouvés, à faire payer les coupables pour leurs crimes et à garantir que justice soit rendue même lorsque le système défaillait. Il allait désormais utiliser toutes ses compétences, tous ses contacts et tout son instinct impitoyable pour détruire ceux qui l'avaient trahi. Chapitre 4. Des années de silence. 2 ans de silence s'étendaient entre le père et le fils comme un gouffre rempli de poison. Dylan vivait avec sa mère dans l'appartement cossu de Brad, fréquentait une école privée et menait un style de vie financé par ce que Vince avait découvert être les plans d'investissement de plus en plus douteux de Brad. Le garçon n'avait plus adressé la parole à son père depuis cette terrible nuit, refusant les appels téléphoniques, renvoyant les lettres sans les ouvrir et traitant Vince comme un dangereux étranger lors des rencontres forcées lors des visites ordonnées par le tribunal. Le divorce de Vince avait été rapide et brutal. Sa documentation méticuleuse de la liaison de Tiffany, combinée aux preuves de son aliénation systématique envers Dylan, avait sérieusement limité son accord. Mais cette victoire juridique paraissait creuse face à la perte de l'amour et du respect de son fils. Durant ces longs mois, Vince s'était investi dans son travail avec une intensité renouvelée. Son activité de recouvrement d'avoirs s'est développée à mesure que se répandait la nouvelle de sa quête incessante de justice. Les compagnies d'assurance le sollicitaient pour leurs dossiers les plus complexes. Les banques l'engageaient pour traquer des fraudes sophistiquées. Sa réputation, passant de simple agent de recouvrement local à spécialiste régional des enquêtes complexes sur les vols et les fraudes, s'est accrue. Mais chaque succès semblait dérisoire sans sa famille pour le partager. Le tournant est survenu lorsque Vince a reçu un appel de Marcus Webb, un ancien agent du FBI reconverti en consultant privé. Marcus traquait une série d'escroqueries à l'investissement dans 3 États, et le nom de Brad Hoffman avait été évoqué dans l'enquête. Le petit ami de votre ex-femme n'est pas qu'un conseiller financier véreux, a expliqué Marcus lors de leur rencontre dans un restaurant du centre-ville.
il dirige une pyramide de Ponzi sophistiquée, volant les fonds de retraite de clients âgés. Le FBI monte un dossier, mais ces choses-là prennent du temps. Vince a assimilé ces informations avec un détachement professionnel, même si intérieurement, il ressentait une émotion familière. L'instinct prédateur qui le rendait si efficace dans son travail. Combien de temps? A-t-il demandé. Il pourrait falloir des années avant qu'il n'ait suffisamment de preuves pour procéder à des arrestations. Pendant ce temps, il continuait à prendre l'argent de nouvelles victimes. Marcus remuait son café pensivement. Le plus étrange avec les enquêtes fédérales, c'est qu'elles avancent lentement, mais des particuliers peuvent parfois accélérer les choses en fournissant des preuves supplémentaires. L'implication était claire, et Vince commença à élaborer des plans ce soir-là. Au cours des mois suivants, il s'immisça prudemment dans les opérations de Brad, non pas sous le nom de Vincent Rodriguez, l'agent de saisie, mais sous celui de Vincent Ross, un riche propriétaire de petite entreprise cherchant à investir ses importantes réserves de liquidités. Vince avait appris l'art du déguisement et des fausses identités grâce à des années de surveillance, et il utilisait toutes ses compétences pour devenir la cible idéale. L'arrogance de Brad en faisait une cible facile. Il ne pouvait s'empêcher de se vanter de sa réussite, vantant l'appartement où Tiffany vivait désormais, les voitures de luxe, les promesses de rendement garanties trop belles pour être vraies. Vince enregistrait tout, montant un dossier qui compléterait l'enquête du FBI. Mais la collecte de preuves n'était qu'une partie de son plan. Vince commença également à saper systématiquement les relations de Brad avec ses clients clés. Utilisant son réseau de contacts pour semer des doutes soigneusement placés sur la stabilité de la société d'investissement, il créa une pression financière en veillant à ce que les activités légitimes de Brad soient soumises à une surveillance accrue de la part des organismes de réglementation. Plus important encore, il commença à semer les graines qui finiraient par monter Brad et Tiffany l'un contre l'autre. La beauté de l'approche de Vince résidait dans son invisibilité. Pour les observateurs extérieurs, Brad traversait simplement une période de malchance, quelques clients importants retiraient leurs investissements, des audits réglementaires inattendus, des problèmes techniques mineurs avec ses systèmes informatiques causaient des problèmes gênants lors de présentations importantes. Pendant ce temps, Dylan continuait de refuser tout contact avec son père. Le garçon avait grandi, gagné en confiance dans son nouvel environnement, mais aussi en dureté, ce qui inquiétait Vince lorsqu'il l'apercevait en ville. Dylan semblait adhérer à la morale facile du monde de Brad, où le succès justifiait tous les moyens et où l'argent résolvait tous les problèmes. Pour le 17e anniversaire de Dylan, Vince lui envoya un cadeau, un gant de baseball vintage ayant appartenu à son père, accompagné d'une lettre expliquant son histoire et sa signification. Le colis fut retourné non ouvert, avec le tampon « refusé » de la main de Dylan. Ce soir-là, assis dans sa maison vide, un cadeau refusé à côté de lui, Vince prit une décision définitive concernant son fils. L'amour sans respect était inutile. La confiance, une fois brisée, ne pouvait jamais être entièrement restaurée. Dylan avait choisi son camp, et Vince honorerait ce choix. Lorsque sa vengeance contre Tiffany et Brad atteindrait son paroxysme, Dylan serait assez grand pour comprendre la vérité. Mais comprendre ne lui permettrait pas d'obtenir le pardon. Certaines trahisons étaient trop profondes, duraient trop longtemps et causaient trop de dégâts pour être oubliées. Vince avait appris cette leçon de son propre père, un homme qui avait passé 30 ans comme inspecteur de police à Détroit. Dans ce monde, mon fils, son père lui avait dit, la loyauté est la seule monnaie qui compte. La trahir une fois, c'est la faillite à jamais. À l'approche du 18e anniversaire de Dylan, Vince mit les derniers éléments de son plan en action. Tout était prêt. Les preuves, les points de pression, la série d'événements soigneusement orchestrés qui allaient faire s'écrouler le monde de Brad et révéler tous les mensonges sur lesquels Tiffany avait bâti sa nouvelle vie. La seule question qui restait était de savoir si son fils apprendrait enfin le prix à payer pour choisir le mauvais camp. Chapitre 5, le piège jaillit. Le monde de Brad Hoffman commença à s'effondrer un mardi matin d'octobre, 3 semaines avant le 18e anniversaire de Dylan. Le premier domino tomba lorsque la Security and Exchange Commission arriva à son bureau avec un mandat de saisie de documents financiers. Le second s'écroula lorsque sa plus importante cliente, Madame Eleanor Patterson, une veuve de 80 ans qui avait investi toutes ses économies, fut victime d'une crise cardiaque en découvrant que ses comptes avaient été vidés. Vince observait le chaos depuis son fourgon de surveillance de l'autre côté de la rue, photographiant les agents fédéraux transportant des cartons de preuves depuis l'immeuble de Brad. 2 années de planification méticuleuse portaient enfin leurs fruits.
Les autorités ignoraient pourtant l'aide précieuse qu'elles avaient reçue d'un informateur anonyme qui leur avait fourni une feuille de route pour démasquer l'entreprise criminelle de Brad. La beauté de l'approche de Vince résidait dans sa légitimité. Chaque preuve recueillie était réelle, chaque dossier financier authentique. Il n'avait pas piégé Brad, mais l'avait dénoncé, accélérant simplement une enquête qui aurait finalement abouti aux mêmes conclusions. À midi, les chaînes d'information locales diffusaient des articles sur l'escroquerie à l'investissement. Le soir, le visage de Brad était sur toutes les chaînes lorsque le FBI annonça des accusations de fraude boursière, de maltraitance envers les personnes âgées et de fraude électronique dans plusieurs juridictions. Les pertes estimées dépassaient les 12 millions de dollars, et de nouvelles victimes se manifestaient toutes les heures. Tiffany appela Vince ce soir-là pour la première fois en 2 ans. « C'est toi qui as fait ça » accusa-t-elle, la voix tremblante de rage et de peur. « Tu as orchestré toute cette affaire. »« Je ne vois pas de quoi tu parles » répondit calmement Vince. « Je suis un agent de saisie, tu te souviens? Juste un voyou qui menace les gens pour de l'argent. Comment quelqu'un comme moi a-t-il pu faire échouer une opération financière sophistiquée? » Il l'entendait respirer bruyamment, arpentant probablement l'appartement de Brad, celui-là même qui serait bientôt saisi comme preuve de profit criminel. Brad dit, « Tu as posé des questions sur lui en ville. Il pense que tu travailles avec le FBI. » Brad pense à plein de choses, comme qu'il pourrait voler des millions de dollars sans conséquence. Vince marqua une pause. Comment Dylan gère-t-il la nouvelle que son héros est un criminel? Le silence s'éternisa si longtemps que Vince se demanda si elle avait raccroché. Dylan ne le sait pas encore. Elle finit par admettre. Il est chez un ami. Je ne lui ai rien dit. Intéressant. Alors, tu continues à mentir à notre fils, même si la vérité est sur toutes les chaînes d'information de la ville. La voix de Vince se durcit. Dis-moi, Tiffany, quand tu empoisonnais Dylan contre moi, as-tu déjà mentionné que Brad volait de l'argent à des personnes âgées? As-tu expliqué que le train de vie dispendieux dont tu jouissais était bâti sur la misère des autres? On ne savait pas. Vous ne vouliez pas savoir. Il y a une différence. Vince a entendu une portière de voiture claquer en arrière-plan. On dirait que Brad est chez lui. Vous pourriez lui poser des questions sur le compte aux îles Caïmans où il cache de l'argent ou sur le faux passeport que le FBI a trouvé dans son coffre-fort. Je suis sûr qu'il a des explications parfaitement innocentes pour tout. Il a raccroché avant qu'elle puisse répondre. Le lendemain matin, de nouveaux rebondissements ont eu lieu. Brad avait été arrêté alors qu'il tentait d'embarquer dans un avion privé à destination d'un pays non extradable, avec 500 000 dollars en liquide et des documents prouvant qu'il préparait son évasion depuis des mois. La découverte de ses préparatifs de vol a anéanti tout espoir de clamer son innocence, et la couverture médiatique s'est intensifiée. Vince a reçu un appel de l'inspectrice Sarah Kim, une contact de ses relations d'affaires légitimes. Vous pensiez que vous voudriez savoir? Le petit ami de votre ex-femme risque la prison à vie. Les fédéraux le tiennent au courant de tout, de la fraude au complot. De plus, ils ont trouvé des preuves qu'il prévoyait de vider ses comptes restants et de disparaître définitivement, laissant derrière lui sa petite amie et son fils. Apparemment. Rien ne prouve que Tiffany était au courant des activités illégales, mais elle va tout perdre, l'appartement, les voitures, même les bijoux, tout cela acheté avec de l'argent volé. Elle aura de la chance si elle n'est pas accusée de complicité. Ce soir-là, Vince passa devant l'immeuble de Brad et aperçut des camions de déménagement à l'extérieur. Tiffany et Dylan chargeaient leurs affaires, retournant au modeste complexe d'appartements où Tiffany avait été contrainte de louer après avoir perdu l'accès aux biens de Brad. Le garçon semblait confus et en colère, ne comprenant probablement pas encore comment son monde confortable s'était effondré si soudainement. Mais le plan de Vince était loin d'être achevé. Les conséquences financières et juridiques n'étaient que le début. Il avait passé 2 ans à tout apprendre sur la vie personnelle de Brad, ses relations, ses faiblesses. L'homme qui avait volé sa femme était sur le point de découvrir que certains ennemis étaient plus dangereux que le FBI. 3 jours après l'arrestation de Brad, sa mère âgée reçut la visite d'investisseurs inquiets qui avaient perdu toutes leurs économies dans le stratagème de son fils. Ces visiteurs n'étaient pas violents, mais ils expliquèrent avec persuasion comment les crimes de Brad avaient ruiné leur retraite et les études supérieures de leurs enfants. Madame Hoffman, fervente catholique qui avait élevé son fils dans le respect de l'autorité morale, fut dévastée d'apprendre ce qu'était devenu son fils. La sœur de Brad, enseignante dans le comté voisin, vit son conseil scolaire remettre en question son emploi lorsque ses parents découvrirent sa relation avec le criminel, dont le visage était partout dans la presse.
Ses frères de fraternité universitaire, désormais eux-mêmes des professionnels accomplis, commencèrent à se distancer de toute association avec le scandale. Chaque relation que Brad chérissait, chaque lien qui avait donné un sens à sa vie au-delà de l'argent, fut systématiquement empoisonné par la vérité de ses actes. Vince avait appris que pour des hommes comme Brad, la réputation et le statut social comptaient plus que la perte financière. Détruire sa capacité à prendre un nouveau départ, à reconstruire des relations, à retrouver la confiance. C'était la vengeance qui allait faire mal. À l'approche de l'anniversaire de Dylan, Vince se préparait à la phase finale de son plan. Son fils allait apprendre des vérités dérangeantes sur les personnes qu'il avait préférées à son père. Que cette connaissance le conduise à la sagesse ou à l'amertume dépendrait entièrement du genre d'homme que Dylan était devenu pendant leurs années de séparation. Quoi qu'il en soit, Vince était prêt à affronter la conversation qui l'attendait. Chapitre 6. La révélation de l'anniversaire. Le 18e anniversaire de Dylan tombait par une fraîche matinée de novembre. Exactement 2 semaines après que l'arrestation de Brad avait détruit les derniers vestiges de sa vie confortable. La fête que Tiffany avait prévue, une célébration dans un restaurant chic avec des dizaines d'amis, avait été discrètement annulée, faute de moyens. Au lieu de cela, mère et fils étaient assis dans leur petit 2 pièces, partageant un gâteau du commerce tout en évitant les conversations sur leur avenir incertain. Dylan avait passé les semaines suivant l'arrestation de Brad dans un état de confusion et de colère. L'homme qu'il considérait comme un modèle de réussite s'était avéré être un criminel dont les crimes étaient détaillés chaque soir aux informations locales. Le train de vie dispendieux dont Dylan avait bénéficié. École privée, vêtements de marque, week-end, tout cela avait été acheté avec l'argent volé à des victimes âgées qui avaient confié leurs économies à Brad. Mais ce qui troublait le plus Dylan, c'était la prise de conscience croissante que son père avait peut-être raison à propos de Brad depuis le début. Le conseiller en placement Prosper était bel et bien un criminel, mais pas celui que Dylan avait cru voir. Cet après-midi-là, alors que Tiffany cherchait un emploi, sa licence d'agent immobilier ayant été suspendue en attendant l'enquête sur ses transactions financières avec Brad, Dylan décida de fouiller les cartons d'effets personnels qu'ils avaient emballés à la hâte. En quittant l'appartement de Brad, il cherchait son vieux chargeur d'ordinateur portable lorsqu'il remarqua un carton qu'il ne reconnut pas, caché dans un coin du placard de sa mère. Le carton était plus lourd que prévu, rempli de documents et de photos datant de plusieurs années. Au début, Dylan crut trouver les archives commerciales de Tiffany. Puis, il vit le nom de son père sur plusieurs documents officiels et commença à lire plus attentivement. Ce qu'il découvrit changea tout. La boîte contenait des certificats et des licences prouvant la légitimité professionnelle de son père, une licence de détective privé, une certification de spécialiste en recouvrement d'actifs, des félicitations du Better Business Bureau, bureau d'éthique commerciale, ainsi que des lettres de remerciement de clients reconnaissants. On y trouvait des photos de Vince recevant la reconnaissance de la police d'État pour son aide à la récupération de véhicules volés, des lettres de compagnie d'assurance louant sa conduite éthique et ses résultats professionnels. Mais le plus accablant, ce sont les enregistrements. Dylan a trouvé un petit enregistreur numérique contenant des conversations entre sa mère et Brad remontant à 3 ans. Les mains tremblantes, il écoutait des discussions sur la gestion de la perception que Dylan avait de son père, sur la nécessité de s'assurer que le garçon comprenne le véritable genre d'homme qu'est Vince, sur la nécessité de faire de Dylan un allié plutôt qu'un fardeau dans leur relation. Dans un enregistrement particulièrement bouleversant, la voix de Brad était claire. « Ce gamin te vénère, Tiffany. Si tu lui dis que son père est dangereux, il te croira. Les enfants de cet âge ont besoin d'explications simples pour des situations complexes. Fais de Vince le méchant et Dylan ne se demandera jamais pourquoi tu l'as quitté. » La réponse de Tiffany a rendu Dylan physiquement malade. Le travail de Vincent nous donne des arguments. Les agents de recouvrement et les agents de recouvrement ne sont pas des carrières prestigieuses. Je peux exagérer les pires aspects, faire paraître la chose plus criminelle qu'elle ne l'est. Dylan est assez jeune pour croire ce que je lui raconte sur les associés et les clients de son père. Les enregistrements ont révélé des mois de manipulation calculée. Sa mère l'avait systématiquement empoisonné contre son père, lui alimentant des mensonges destinés à le forcer à choisir son camp dans un conflit qu'il était trop jeune pour comprendre. Chaque conversation dont Dylan se souvenait au sujet du travail dangereux de son père était une tromperie délibérée conçue pour s'assurer sa loyauté lorsque la liaison de Tiffany serait finalement découverte. Mais la pire révélation est venue d'un enregistrement enregistré quelques jours avant la confrontation qui avait détruit leur famille. La voix de Brad était excitée tandis qu'il décrivait sa stratégie de sortie. Quand tout cela s'effondrera, et cela finira par arriver,
j'aurai assez d'argent caché à l'étranger pour disparaître complètement. Nouvelle identité, nouvelle vie. L'essentiel est de m'assurer que personne ne soupçonne mon intention de fuir. Et Dylan et moi, demanda Tiffany. Et toi? Tu es une belle femme avec des compétences recherchées. Tu trouveras une solution. Dylan resta assis, stupéfait, tandis que l'enregistrement continuait, révélant le projet de Brad de les abandonner une fois son plan criminel démantelé. L'homme présenté comme un beau-père aimant n'avait jamais eu l'intention de les inclure dans son plan d'évasion. Ils n'étaient que des commodités utiles pour maintenir sa façade respectable jusqu'à ce qu'il puisse disparaître avec ses millions volés. Le dernier enregistrement était le plus récent, réalisé juste avant l'arrestation de Brad. Sa voix était paniquée tandis qu'il parlait d'accélérer son départ. Le FBI pose des questions. Je dois tout liquider et quitter le pays dans la semaine. Ne dis rien à Dylan avant mon départ. Qu'il croit que je vous ferai venir tous les deux une fois installés. Dylan comprit que si son père n'avait pas dénoncé les crimes de Brad, sa mère attendrait toujours un sauvetage qui n'arriverait jamais. Ils auraient été abandonnés, ruinés et humiliés, tandis que Brad profiterait de sa fortune volée dans un paradis tropical. Les doigts tremblants, Dylan attrapa son téléphone et composa le numéro de son père pour la première fois depuis 2 ans. Papa. Sa voix était brisée comme elle ne l'avait pas fait depuis ses 13 ans. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais su. J'ai trouvé la boîte, j'ai écouté les enregistrements et je comprends maintenant ce qui s'est vraiment passé. Le silence à l'autre bout du fil fut si long que Dylan se demanda si son père allait raccrocher. Où es-tu? La voix de Vince était soigneusement neutre. À l'appartement de maman, papa, je sais que tu me détestes probablement, mais j'ai besoin de te voir. Je dois te dire combien je suis désolé pour tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai cru. Dylan pleurait maintenant. 2 ans de colère et de confusion enfin libérés. Je me suis trompé sur toi. Je me suis trompé sur tout. Viens, dit simplement Vince. Il faut qu'on parle. 1 heure plus tard, Dylan se tenait sur le pas de la porte de son père pour la première fois depuis cette terrible nuit, 2 ans plus tôt. Il était passé devant la maison d'innombrables fois, remarquant à quel point elle était bien entretenue, la pelouse toujours impeccablement tendue, comment son père avait tout conservé exactement comme avant, lorsqu'ils étaient une famille. Lorsque Vince a ouvert la porte, Dylan a vu les changements immédiatement. Son père avait l'air plus âgé, plus fort sur les bords, avec de nouvelles lignes autour de ses yeux qui parlaient de nuits blanches et de repas solitaires. Mais il y avait autre chose dans son expression, une fatigue soigneuse qui n'avait pas été là auparavant. « Papa, je viens », Vince interrompit. « Vous avez trouvé la police d'assurance de votre mère. » Dylan est entré à l'intérieur, confus. « Police d'assurance ? Les enregistrements ? Les documents. La preuve de votre mère qu'elle n'était qu'une victime manipulée par le Big Bad Brad Hoffman. » La voix de Vince portait un bord amer que Dylan n'avait jamais entendu auparavant. « Dites-moi, fils, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi elle a gardé des preuves de leur conversation? Pourquoi a-t-elle documenté leur plan en détail? Je pensais, je veux dire, peut-être qu'elle se protégeait. » Vince sourit, mais il n'y avait pas de chaleur. « Ta mère est beaucoup de choses, Dylan, mais elle n'est pas stupide. Elle savait que Brad était sale depuis le début. Ces enregistrements n'étaient pas accidentels. Ils étaient une assurance au cas où elle aurait jamais besoin pour prouver qu'elle était une victime innocente au lieu d'un complice volontaire. » Les mots frappent Dylan comme des coups physiques. « Que dites-vous? Je dis que vous ne connaissez toujours pas toute la vérité sur ce que votre mère est vraiment. » Chapitre 7. Le retour du fils. Dylan regarda son père dans un silence stupéfait. Les implications des paroles de Vince s'enfoncent lentement. Le salon qui les entoure ressemblait à un musée de leur ancienne vie de famille. Photos encore sur le manteau. Les trophées de Dylan's High School sur la bibliothèque. Tout était préservé exactement comme c'était la nuit que Dylan avait craché aux pieds de son père. « Tu mens », a déclaré Dylan, mais sa voix manquait de conviction. Maman a été manipulée par Brad. Elle ne connaissait pas ses crimes. Vince se dirigea vers son bureau et sortit un dossier épais. « Asseyez-vous, fils. Il est temps que vous ayez appris qui est votre mère. » Pendant l'heure suivante, le monde de Dylan s'est effondré à nouveau alors que son père détruisait systématiquement chaque illusion restante de l'innocence de Tiffany. Les dossiers bancaires ont montré qu'elle aidait Brad à déplacer de l'argent via des comptes Shell depuis plus d'1 an avant que leur affaire ne devienne physique.
Les transactions immobilières ont révélé des propriétés achetées avec des prêts frauduleux, puis se sont renversées pour blanchir les fonds volés de Brad. Les échanges de courriels ont prouvé qu'elle avait recruté plusieurs de ses clients âgés pour investir avec Brad, gagnant des pots de vin substantiels pour chaque référence. Votre mère n'était pas la victime de Brad, a expliqué Vince tranquillement. Elle était son partenaire commercial. L'affaire était secondaire à leur crime financier. Dylan a étudié une photographie de sa mère quittant une banque dans les îles Caïmans, dans un horodatage 3 mois avant que Vince ne découvre l'affaire. Pourquoi le FBI ne l'a-t-il pas arrêté aussi? Parce que je me suis assuré qu'il n'avait pas suffisamment de preuves. La police d'assurance de votre mère a fonctionné dans les deux sens. Ces enregistrements ont prouvé qu'elle était complice de la planification, mais ils m'ont également donné un effet de levier sur elle. L'expression de Vince était sombre. Je l'ai protégée des accusations fédérales. Dylan, pas par amour, mais parce que je ne voulais pas que mon fils rende visite à sa mère en prison. La révélation a frappé Dylan comme un coup physique. Son père avait sauvé sa mère d'arrestation. Malgré sa trahison, malgré les mensonges qu'elle avait parlé de lui, malgré tout ce qu'elle avait fait pour empoisonner Dylan contre lui. Je ne comprends pas, murmura Dylan. Si vous saviez tout cela, pourquoi ne l'avez-vous pas juste exposé depuis le début? Parce que l'exposé vous aurait exposé à la vérité sur le type de femme qui vous a élevé. J'espérais, s'arrêtait Vince, choisissant soigneusement ses paroles. J'espérais que vous finiriez par voir à travers ces mensonges par vous-même. Je n'ai jamais voulu que vous découvriez que votre mère était un criminel. Dylan sentit des larmes brûler les yeux. Vous m'avez protégé même après que je t'ai traité comme des ordures pendant 2 ans. Tu étais mon fils. Cela signifiait quelque chose. Même lorsque vous n'avez pas agi comme ça. Le passé n'a pas été perdu sur Dylan. Suis-je n'est-ce pas ton fils? Vince se leva et se dirigea vers la fenêtre en regardant le quartier où ils étaient autrefois heureux. Dylan, tu te souviens de ce que tu m'as dit ce soir-là? Pas seulement les mots, mais le mépris dans votre voix, le dégoût sur votre visage. L'estomac de Dylan se serra de honte. Papa, j'avais 16 ans. J'étais confus et en colère, et maman me remplissait la tête de mensonges depuis des mois. Je n'ai pas compris. Tu m'as craché. La voix de Vince était à peine au-dessus d'un murmure. Mon propre fils, le garçon que j'ai protégé et fourni toute sa vie, m'a craché parce que sa mère l'a convaincu que j'étais des ordures. Je suis désolé, Dieu. Papa, je suis vraiment désolé. J'étais jeune et stupide et pendant 2 ans, vous ne me parliez pas, ne répondez pas à mes appels, je ne lirai pas mes lettres. Vous avez retourné mes cadeaux non ouverts et vous avez refusé de me voir même lorsque les ordonnances judiciaires ont dit que vous deviez le faire. Vince se retourna pour faire face à son fils. Je t'ai regardé embrasser Brad comme une figure paternelle tout en me traitant comme un étranger. Avez-vous une idée de ce que cela m'a fait? Dylan pleurait ouvertement maintenant. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que je me trompais sur tout, mais je comprends maintenant. Je sais qui tu es vraiment et je sais ce que maman et Brad étaient vraiment. Ne pouvons-nous pas recommencer? Tu ne peux pas me pardonner? Le silence s'étendait entre eux comme un gouffre. Lorsque Vince a finalement parlé, sa voix était stable mais finale. Dylan, j'ai passé 2 ans en espérant vous reprendre les sens. Je me suis dit que vous étiez juste un enfant confus qui avait été manipulé par des adultes en qui vous avez confiance. J'ai fait des excuses pour votre comportement. Blâmez votre mère pour avoir empoisonné votre esprit. Il s'arrêta. Mais il y a 18 mois, vous avez eu le choix. Quel choix? Madame Eleanor Patterson, l'une des victimes âgées de Brad, a eu une crise cardiaque lorsqu'elle a découvert que ses économies avaient disparu. Elle a été transportée d'urgence dans le même hôpital où vous faisiez du bénévolat pour le service communautaire. La voix de Vince est devenue plus forte. Elle vous a reconnu à partir de photos que Brad lui avait montré son beau-fils. Elle vous a supplié de me contacter, vous a dit qu'elle savait que j'enquêtais sur Brad et pouvait l'aider à obtenir la justice. Le visage de Dylan s'épale. Il se souvenait de la vieille femme qui avait attrapé son bras dans le couloir de l'hôpital, babillant sur de l'argent volé et quelqu'un nommé Vincent Rodriguez. Il avait pensé qu'elle était confuse, souffrant peut-être de démence. Vous vous éloignez d'elle, continua Vince. La laisser pleurer dans ce couloir de l'hôpital parce que l'aidait à reconnaître que je n'étais pas le monstre que votre mère m'avait peint. Le poids de cette mémoire s'est écrasé sur Dylan comme une vague. Madame Patterson était décédée 2 semaines plus tard, ne se remettant jamais du stress de perdre tout ce qu'elle avait travaillé pendant toute sa vie.
Elle est morte en croyant que personne ne se souciait suffisamment pour l'aider. Je ne savais pas, murmura Dylan. Je pensais qu'elle était confuse. Je n'ai pas compris ce qu'elle essayait de me dire. Vous ne vouliez pas comprendre. La compréhension vous aurait obligé à admettre que vous pourriez vous tromper sur moi. La voix de Vince était impitoyable. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que vous n'étiez plus un enfant confus. Vous étiez assez vieux pour faire des choix moraux et vous avez choisi de protéger vos délires confortables au lieu d'aider une victime. Dylan s'est effondré dans une chaise, la portée complète de ses échecs qui lui écrasent. Que puis-je faire? Comment puis-je faire cela correctement? Vous ne pouvez pas. Les paroles de Vince étaient finales. Certaines choses ne peuvent pas être pardonnées, Dylan. Certaines trahisons sont trop profondes, durent trop longtemps. Vous avez choisi votre côté et vous devrez vivre avec ce choix. Mais je suis ici maintenant. Je m'excuse. Je connais la vérité maintenant. Vous connaissez la vérité parce qu'elle est devenue impossible à ignorer. Ce n'est pas la même chose que de choisir de le rechercher. Vince se dirigea vers la porte. Votre mère aura besoin d'aide pour reconstruire sa vie. Les victimes de Brad auront besoin de quelqu'un pour défendre ses demandes d'indemnisation. Vous avez 18 ans maintenant, assez vieux pour décider du genre d'homme que vous voulez être. Et nous? Et notre relation? Vince fit une pause à la porte, sa main sur le bouton. Je t'ai aimé plus que tout dans ce monde, Dylan. Cet amour m'a tout coûté. Mon mariage, ma famille, ma foi dans les gens qui me soucient le plus. Je ne ferai plus cette erreur. Alors c'est tout. Tu vas juste me jeter. Je ne te jette pas. J'accepte simplement que le fils que j'ai élevé est mort la nuit où il m'a craché et m'a appelé dégoûtant. Vous êtes maintenant une personne différente, façonnée par différentes valeurs et différents choix. La voix de Vince s'adoucit légèrement. J'espère que vous devenez un homme bon, Dylan. J'espère que vous trouverez la paix et le bonheur, mais vous le ferez sans moi. Dylan s'est assis dans la maison vide longtemps après le départ de son père, entouré des fantômes de son enfance et du poids des conséquences qu'il commençait à comprendre. Chapitre 8. Le calcul. 6 mois après l'échec de la tentative de réconciliation de Dylan, la vengeance de Vince contre Tiffany et Brad est parvenue à sa conclusion dévastatrice. Brad, confronté à un minimum de 20 ans dans la prison fédérale, avait accepté de coopérer avec les autorités en échange d'une peine réduite. Son témoignage a impliqué 3 autres conseillers en placement et a conduit à la reprise de près de 8 millions de dollars en fonds volés. Mais la coopération ne pouvait pas le sauver des conséquences plus profondes de la destruction systématique de Vince de sa vie personnelle. La mère de Brad, la catholique dévote qu'il a élevé à respecter l'autorité morale, l'avait complètement abattu. Sa sœur a perdu son poste d'enseignant lorsque la commission scolaire a décidé que sa connexion familiale la rendait inadaptée à l'éducation des enfants sur l'éthique et la responsabilité. Ses anciens frères de fraternité, des professionnels à succès qui appréciaient leur réputation avant tout, s'étaient non seulement distancés, mais ont activement travaillé pour s'assurer que Brad ne serait plus jamais accueilli dans leurs cercles sociaux. Le plus dévastateur de tous, les propres victimes de Brad s'étaient retournées contre lui avec une fureur personnelle qui allait au-delà de la simple justice. La sœur veuve de Madame Patterson, Dolores, avait organisé les victimes âgées en un groupe de plaidoyer étonnamment efficace. Ils ont assisté à chaque audience du tribunal, à chaque considération de libération conditionnelle, à chaque examen administratif de l'affaire de Brad. Leurs témoignages remplis de détails personnels sur les médicaments qu'ils ne pouvaient plus se permettre et les petits-enfants qu'ils ne pouvaient plus aider à s'assurer que les crimes de Brad sont restés humains plutôt que statistiques. Mais le chef-d'œuvre de la vengeance de Vince était plus subtil et plus permanent que l'humiliation publique ou les conséquences juridiques. Grâce à une manipulation minutieuse de l'information et à des pressions stratégiques sur les relations clés, il avait veillé à ce que Brad sorte de la prison dans un monde où la réhabilitation était impossible. Chaque futur employeur connaîtrait son histoire. Chaque partenaire romantique potentiel découvrirait ses crimes. Chaque nouvelle ville tiendrait quelqu'un qui avait entendu son histoire. Le sort de Tiffany était tout aussi complet. Bien qu'elle ait évité les accusations criminelles grâce à l'intervention de Vince, elle avait perdu tout le reste. Sa licence immobilière a été révoquée en permanence pour des violations éthiques. Sa relation avec Dylan s'était détériorée alors que le garçon avait du mal à apprendre la vérité sur ses 2 parents. Plus important encore, elle a découvert que Vince avait discrètement acheté la dette sur chaque carte de crédit, prêt automobile et prêt personnel qu'elle avait contracté lors de sa liaison avec Brad. Tu es détesté ma dette.
La voix de Tiffany était tranchante avec incrédulité lorsqu'elle a confronté Vince à son bureau 6 mois après la condamnation de Brad. Acheté légalement auprès des créanciers d'origine, Vince a confirmé, sans chercher des documents. Transaction commerciale standard. C'est fou. Vous ne pouvez pas simplement acheter la dette personnelle de quelqu'un. Bien sûr, je peux. La dette est une marchandise comme tout autre actif. J'ai construit une carrière pour comprendre le fonctionnement de la dette. Vince a finalement rencontré ses yeux. La question est de savoir si vous souhaitez discuter des conditions de paiement raisonnables ou me forcer à poursuivre la collecte par des moyens moins agréables. Le visage de Tiffany était pâle de rage et de peur. Vous faites cela pour me torturer. Je fais cela parce que vous devez de l'argent et que je suis en train de collecter ce qui est dû. La voix de Vince était professionnellement neutre. Vos sentiments personnels à propos de notre relation passée ne sont pas pertinents pour cette transaction commerciale. Que voulez-vous? Paiement complet des soldes en cours ainsi que des intérêts et des frais de recouvrement. Le montant total dépasse actuellement un peu plus de 180 000 $. Vince a glissé une déclaration sur son bureau. Où nous pouvons discuter d'un plan de paiement qui prendra environ 15 ans pour terminer, en supposant que vous trouvez un emploi stable. Tiffany regarda les chiffres avec une horreur croissante. Je ne peux pas payer ça. Tu sais que je ne peux pas payer ça. Ensuite, vous auriez peut-être dû considérer qu'avant de financer votre style de vie avec Brad en utilisant du crédit, vous ne pouviez pas vous permettre. Vince se pencha en arrière sur sa chaise. Bien sûr, il y a une autre option. Quelle option? Divulgation financière complète, dossier bancaire, déclaration de revenus, antécédents d'emploi, même relations personnelles qui pourraient affecter votre capacité à payer. Procédure standard pour les cas de recouvrement de dettes à haut risque. Le sourire de Vince était mince du rasoir. Je devrais vérifier que vous ne cachez pas les actifs ou ne recevez pas de revenus non déclarés. L'implication était claire. Vince posséderait tous les aspects de la vie financière de Tiffany pour la prochaine décennie et demie. Chaque travail, chaque relation, chaque décision majeure serait soumise à son examen minutieux et à son approbation. Elle serait piégée dans un réseau d'obligations légales légitimes qui rendrait la reconstruction de sa vie presque impossible. C'est une vengeance, pas des affaires. Ce sont des conséquences, Tiffany. Vous avez détruit ma famille et empoisonné mon fils contre moi parce que vous pensiez qu'il n'y aurait pas de prix à payer pour vos choix. Le masque professionnel de Vince a légèrement glissé. Vous aviez tort. Alors que Tiffany quittait son bureau, vaincue et piégée, Vince a senti la satisfaction creuse d'une mission accomplie. Ses ennemis avaient été systématiquement détruits par des moyens juridiques, méthodiques et dévastateurs. Brad passerait les meilleures années de sa vie en prison avant de sortir dans un monde qui ne pardonnerait ni n'oublierait jamais ses crimes. Tiffany passerait la prochaine décennie qui avait du mal à reconstruire sous le contrôle financier de Vince. Mais la victoire était différente de ce à quoi il s'attendait. Sa maison est restée vide. Son fils l'a toujours blâmé de détruire leur famille. Incapable de comprendre que la famille avait été détruite bien avant le début de la vengeance de Vince, Dylan avait déménagé à travers le pays pour l'université. Déterminé à échapper à l'atmosphère empoisonnée de la guerre de ses parents. Ce soir-là, Vince s'est assis dans son étude entouré de la preuve de sa campagne réussie. Dossier financier montrant la condamnation et l'emprisonnement de Brad. Documents juridiques prouvant la dépendance financière de Tiffany. Des photos de surveillance et enregistré des conversations qui avaient fait tomber une entreprise criminelle et protégé les futures victimes. Il avait gagné complètement. Alors pourquoi la victoire a-t-elle le goût des cendres? La réponse est venue dans une lettre de Dylan, la première communication que son fils avait envoyée en moi. L'enveloppe a été adressée simplement à Vincent Rodriguez. Pas papa, pas même père, juste son nom légal. À l'intérieur se trouvait un seul paragraphe. Je suis diplômé de Summa Cum Laude avec un diplôme en travail social. Je vais passer ma vie à aider les gens à reconstruire après avoir subi un traumatisme et une trahison. Je voulais que vous sachiez que tout ce que j'ai appris sur la résilience et la justice, j'ai appris en regardant ce que vous êtes devenu. J'espère que cela signifie quelque chose pour vous parce que cela signifie tout pour moi. Vince a lu la lettre 3 fois avant que l'ironie ne le frappe. Son fils avait appris la justice en regardant la vengeance de Vince, mais la version de Dylan de la justice impliquait la guérison plutôt que la destruction. Le garçon avait choisi de devenir tout ce que Vince avait été autrefois, un protecteur, un défenseur des innocents plutôt que ce qu'il serait devenu. Pour la première fois en 3 ans,
Vince Rodriguez s'est permis de considérer que peut-être certaines victoires coûtent plus cher que la défaite. Chapitre 9, le choix final. 3 ans après la lettre de remise des diplômes de Dylan, Vince Rodriguez s'est assis dans son bureau en examinant les rapports trimestriels de son empire commercial en expansion. Ce qui avait commencé comme une simple opération de reprise d'actifs comprenait désormais la collecte de dettes, les enquêtes privées et les services de conseil financier. Sa destruction méthodique de Brad et Tiffany avait établi sa réputation de personne qui n'a jamais oublié une trahison et a toujours collecté ce qui était dû. Le succès commercial aurait dû être satisfaisant, mais Vince s'est retrouvé de plus en plus isolé dans sa victoire. Brad est resté dans la prison fédérale, sa vie et son avenir effectivement détruits. Tiffany a lutté par le biais de son plan de paiement, occupant 2 emplois pour remplir ses obligations sous la surveillance financière de Vince. Et Dylan avait disparu dans sa carrière sur le travail social, sauvant les familles des autres tout en évitant tout contact avec son propre père. Le coup sur la porte de son bureau interrompit la couvée de Vince. Son secrétaire était parti il y a quelques heures et il ne s'attendait à aucun client. À travers le verre givré, il pouvait voir une grande silhouette qui semblait familière. « Entrez » appela-t-il. Dylan est entré et Vince a été frappé par la quantité de son fils. À 21 ans, Dylan avait rempli un homme avec de larges épaules et des yeux réguliers qui rappelaient à Vince douloureusement son propre père. Mais il y avait quelque chose de différent dans le roulement de Dylan. Une confiance tranquille qui n'avait pas été là lors de leur dernière conversation dévastatrice. « Bonjour, Vincent » dit officiellement Dylan. L'utilisation de son prénom au lieu de papa a été délibérée et Vince a senti la distance calculée comme un coup physique. « Dylan, c'est inattendu. J'ai besoin de vous dire quelque chose et ensuite j'ai besoin de vous demander quelque chose. » Dylan est resté debout, indiquant clairement que ce n'était pas une visite sociale. « Je travaille avec la sœur de Madame Patterson, Dolores, depuis 2 ans. Elle dirige un groupe de défense des victimes pour les personnes qui ont été arnaquées par des plans d'investissement prédateurs. » Vince hocha la tête, se demandant où cela menait. « Dolores m'a parlé de votre aide lors de l'enquête, comment vous avez fourni des preuves, comment vous avez protégé les intérêts de la victime même lorsque le FBI voulait se concentrer sur les plus gros poissons. » La voix de Dylan était soigneusement neutre. « Elle m'a également expliqué comment vous vous êtes assuré que maman ne faisait pas face à des accusations fédérales. Même si vous aviez des preuves, elle était complice des crimes de Brad. L'emprisonnement de votre mère n'aurait pas aidé ses victimes à récupérer leur argent. C'est ce que Dolores a dit que vous lui avez dit. Elle a également déclaré, vous avez contribué de manière anonyme à leur fonds de rémunération depuis 3 ans. » Dylan a étudié le visage de son père. Pourquoi? Vince était silencieux pendant un long moment. Parce que des gens comme Madame Patterson méritent mieux que d'être sacrifiés pour ma vengeance personnelle. Donc, vous avez choisi la vengeance plutôt que la justice. Oui. L'admission est venue sans défensive ni excuse. J'ai choisi de détruire les gens qui m'ont trahi au lieu de simplement demander justice à leurs crimes. Je ne suis pas fier de ce choix, mais je ne prétendrai pas que je l'ai fait pour des raisons nobles. Dylan semblait se détendre légèrement, comme si l'honnêteté de Vince avait confirmé quelque chose qu'il espérait entendre. La chose dont j'ai besoin pour vous demander implique maman. Vince sentit sa mâchoire se resserrer. Et elle? Elle est malade. Cancer de l'ovaire, étape 3. Les factures médicales vont la faire failliter, même avec une assurance. Dylan rencontra régulièrement les yeux de son père. Je veux que vous pardonniez sa dette. La demande a frappé Vince comme un coup physique. Après tout ce que Tiffany avait fait, après les années de mensonges et de trahison et d'empoisonnement Dylan contre lui, son fils demandait la miséricorde. Pourquoi ferais-je ça? Parce qu'elle va mourir, et sa mort ne devrait pas être dépensée dans une terreur financière. La voix de Dylan reste stable. Parce que vous avez déjà gagné et ajoutant ses factures médicales à la dette, elle doit que vous soyez une cruauté pour elle-même. Elle vous a empoisonné contre moi pendant 2 ans. Elle a aidé Brad à voler des millions de victimes âgées. Elle a détruit notre famille pour de l'argent et du statut. La voix de Vince montait. Pourquoi devrais-je montrer sa miséricorde qu'elle n'a jamais montré personne d'autre? Parce que je te demande. Les mots simples portaient plus de poids que n'importe quel argument ou jeu émotionnel. Dylan ne mendiait pas ou ne demandait pas. Il faisait une demande directe à Manteau Man avec une pleine connaissance de ce que cela signifiait. Et si je refuse, alors vous refusez. Je trouverai un autre moyen de l'aider avec les dépenses médicales. Dylan haussa les épaules.
Mais je voulais vous donner la chance d'être l'homme dont je me souvenais de mon enfance au lieu de l'homme que vous êtes devenu après avoir trahi. Vince sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. L'homme dont vous vous souvenez? Vous avez craché à cet homme et vous l'avez appelé dégoûtant. J'avais 16 ans et j'ai nourri un régime régulier de mensonges par quelqu'un en qui j'ai confiance. Le calme de Dylan a finalement glissé, montrant la douleur en dessous. J'avais tort, Vincent. J'étais horriblement, complètement mal à propos de toi. Mais se tromper n'efface pas le fait que je me souviens qui vous étiez avant tout cela. Cet homme était faible. Il a fait confiance aux gens qui ne le méritaient pas et ont été détruits pour sa naïve. Cet homme était mon père. Il m'a appris bien du mal. Comment défendre les gens qui ne pouvaient pas se défendre? Comment tenir votre parole même lorsque cela vous coûte quelque chose? La voix de Dylan s'est renforcée. Cet homme m'a élevé pour croire en la justice sur la vengeance, en protégeant les innocents pour punir les coupables. Et regardez où ces valeurs l'ont permis. Ils lui ont obtenu un fils qui a passé les 3 dernières années à essayer d'aider les gens à reconstruire leur vie après avoir été victimes de prédateurs. Dylan s'est rapproché. Ils lui ont obtenu un fils qui croit toujours aux principes qu'il a enseignés. Même lorsqu'il les a abandonnés lui-même, l'accusation s'est accrochée à l'air entre eux. Vince s'est rendu compte que son fils ne demandait pas seulement la miséricorde pour Tiffany. Il offrait à Vince une chance de récupérer l'homme qu'il avait auparavant. La trahison l'avait transformé en quelque chose de plus dur et de plus froid. Si je pardonne sa dette, cela ne change rien entre nous, dit enfin Vince. Je ne vais pas prétendre que les 5 dernières années ne se sont pas produites. Je ne vous demande pas. Je vous demande de faire un choix en fonction de qui vous étiez au lieu de qui vous êtes devenu. Dylan s'arrêta. Et je vous dis que si vous pouvez faire ce choix, il y a peut-être de l'espoir pour nous deux. Vince se dirigea vers sa fenêtre, regardant la ville où il avait construit sa réputation d'homme qui n'a jamais pardonné et n'a jamais oublié. Le choix que Dylan offrait ne concernait pas vraiment la dette de Tiffany. Il s'agissait de savoir si Vince pouvait retrouver son chemin vers les principes qu'il avait définis. Votre mère recevra une lettre demain annulant sa dette, a-t-il déclaré sans se retourner. Mais cela ne gagne pas son pardon, et cela ne vous gagne pas une relation avec moi. Certaines choses ne peuvent pas être annulées. Quand il s'est retourné, Dylan était parti. Sur son bureau, il y avait une carte de visite pour une organisation de défense des victimes avec le nom et le numéro de téléphone de Dylan écrit au dos. Vince a ramassé la carte et l'a étudiée pendant longtemps. Son fils était devenu l'homme que Vince avait déjà essayé d'être. Quelqu'un qui a aidé les gens à reconstruire au lieu de les détruire. Quelqu'un qui a choisi la guérison plutôt que la vengeance. Pour la première fois en 5 ans, Vince Rodriguez s'est demandé s'il était trop tard pour apprendre de l'exemple de son propre fils. À l'extérieur de sa fenêtre, la ville a poursuivi son rythme implacable, plein de gens qui font des choix entre justice et vengeance, entre la guérison et la destruction. Vince avait fait son choix il y a longtemps, et il vivrait avec les conséquences. Mais peut-être qu'en montrant miséricorde à son plus grand ennemi, il avait fait le premier pas pour retrouver son chemin vers l'homme dont son fils se souvenait encore, l'homme qui avait été assez fort pour pardonner. C'est là que notre histoire touche à sa fin.